mais encore faut-il que la personne soit menacée. Débat, je dois informer l'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue que je dois l'interrompre à 14 heures lorsque ce sera le temps pour la déclaration des députés, environ 10 minutes. L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour moi, ça me fait plaisir de parler sur la loi modifiant le Code criminel, la loi sur la preuve au Canada et la loi sur la protection de l'information. Faut comprendre que c'est un projet de loi qui fait partie d'une série de lois antiterroristes qui a commencé en 2001, après les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Le projet de loi S7, ou la loi sur la lutte contre le terrorisme, veut réintroduire des mesures antiterroristes dans notre système judiciaire. Et il faut comprendre que ces mesures ont été controversées dès leur début en 2001. Je pense aussi qu'il faut comprendre que ces mesures qui ont été introduites en 2001, c'était une réponse un peu à un mouvement de panique. Je pense que tout le monde considère le 11 septembre 2001 comme un événement assez marquant dans sa vie et on est tous conscients qu'il y a eu un vent de panique, qu'on ne savait pas trop comment réagir à ces attentats-là. Je crois que si je prendrais la peine de demander à tous les députés présents dans cette Chambre, je pense que tout le monde serait capable de me dire où est-ce qu'il était assis, qu'est-ce qu'il faisait quand les attentats ont eu lieu. Pour ma part, le 11 septembre 2001, j'avais 17 ans. Je commençais mes études collégiales en soins infirmiers. J'étais dans mon cours de psychologie. Et finalement, la prof est rentrée pour nous annoncer qu'il y avait eu des attentats aux États-Unis, qu'il y avait un avion qui avait percuté les tours. Une de mes collègues, un peu paniquée, dit « Ma mère est à New York présentement. » Donc, il y a eu un mouvement de panique. On se rappelle tous, on est tous capables de le dire. Et même, pour citer comme exemple, quand tout ceci est arrivé, bon, j'étais à ma première année comme étudiante à Sherbrooke, donc qui est quand même plus proche de la frontière des États-Unis, qui est plus au sud. Et mon père, qui est un homme quand même assez sensé, courageux et bon, je suis vraiment fière de mon père, a appelé chez moi pour me dire « Christine, si tu veux revenir rester en Abitibi, c'est correct, je peux comprendre, tu vas peut-être te sentir plus en sécurité si tu es plus dans le nord. » Donc, un homme que je respecte totalement, qui est vraiment courageux comme mon père, s'inquiétait et même paniquait un peu à savoir que j'étais loin. Donc, il y avait vraiment un mouvement de panique dans toute la population. Donc, c'est sûr que devant l'incertitude, il y a des lois qui ont été adoptées en réaction à ça et ces lois-là ont dû être adoptées peut-être plus rapidement parce qu'il fallait vraiment réagir. Il y avait une panique, non pas juste dans les élus, mais aussi dans la population. Donc, il fallait prendre des actions immédiates. Donc, c'est de là que découlent les principales lois antiterroristes qui sont survenues après le 11 septembre 2001. Dans le projet de loi qu'on étudie présentement, ce texte-là veut modifier le Code criminel. Donc, ça ajoute et ça modifie des activités considérées comme des activités terroristes. Ça augmente les peines prévues, notamment pour héberger une personne ayant commis une infraction relative au terrorisme. Ça modifie la loi sur la preuve au Canada et ça modifie aussi la loi sur la protection de l'information. Il est vrai que le terrorisme, sous plusieurs formes, est une menace pour notre société, puis il faut y faire face. Cependant, je pense qu'il est toujours intéressant de se demander, lorsqu'on parle de projets de loi qui traitent de criminalité, ce qui constitue la ligne dure et ce qui constitue la ligne intelligente et efficace. Parce que, bien que quelquefois, les deux peuvent être synonymes, quelquefois, elles ne sont pas synonymes. Donc, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir comme il faut à qu'est-ce qu'on veut exactement. Et je pense qu'on doit toujours viser une ligne intelligente et efficace. De nos jours, je pense, les opposants à un régime démocratique sont de plus en plus rarement des forces conventionnelles comme auparavant, mais c'est beaucoup plus des groupes rebelles, des terroristes qui respectent pas aucune règle, ni les conventions, ni les conventions internationales, les traités constituant les règles à suivre pour les acteurs d'une guerre.
Cependant, je pense qu'il faut se poser la question si nos opposants ne respectent pas ces règles-là. Est-ce que de notre côté, il ne convient pas de poser une question? Est-ce qu'on est prêt à abandonner ces règles-là pour nous aussi garantir notre sécurité collective? Quelquefois, je pense que il faut prendre le temps de réfléchir et se demander, est-ce qu'on n'est pas en train de vendre notre âme au diable en acceptant des choses qui vont trop loin? En justifiant ces choses-là qui vont trop loin pour la sécurité collective. Donc, il faut faire très attention quand on parle de ces choses-là. Est-ce qu'on doit, par exemple, mettre en péril les droits de la personne, les libertés individuelles qui sont vraiment chères à notre pays, à notre démocratie, et pour laquelle des gens se sont battus, des militaires canadiens se sont battus dans plusieurs guerres. Donc, est-ce qu'on doit mettre ce qu'on a acquis de côté? Je dirais que la réponse est non. Pourquoi? Cette loi antiterroriste pose cette question. Remplissons-nous actuellement nos obligations en matière de sécurité collective? Des mesures antiterroristes ont déjà été prises auparavant et toutes ces dispositions demeurent en vigueur aujourd'hui, à l'exception des audiences d'investigation et l'engagement assorti de conditions. Une clause de temporisation qui a pris fin en 2007 avait été mise en place pour ces dispositions, car elles étaient vues comme une solution à court terme pour une situation d'urgence et parce que des préoccupations avaient déjà été exprimées à l'époque. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On revient sur le mouvement de panique qui a suivi les événements du 11 septembre 2001. Donc, on a mis des mesures sans savoir si c'était celles-là qu'on devait garder en tout temps, en répondant, si on peut dire, à la panique, au climat de panique qui s'était installé. Ces mesures, avant d'avoir été supprimées, n'ont jamais été utiles. Donc, avant 2007, on les a jamais utilisées. Elles ont été utilisées dans un seul cas et ça n'a pas donné le succès escompté. Donc, aujourd'hui, on veut réinstaller ces mêmes mesures qui n'ont jamais été utiles dans une situation qu'on considérait à l'époque comme une situation d'urgence. Dans des cas plus récents, il n'a pas été nécessaire de recourir à ces mesures particulières. Les dispositions actuelles du Code criminel ont été amplement suffisantes. Donc, nous sommes en train présentement de traduire ces personnes en justice avec les lois et les conditions qui existent déjà à l'heure actuelle dans notre Code criminel. En 2007, lorsque ces mesures ont pris fin, la Chambre avait déjà rejeté la résolution de prolonger ces dispositions. Notre désir d'être perçu comme interventionniste en matière d'ordre nous fait perdre de vue quelque peu la notion de justice. Il ne faut pas que notre système devienne axé sur la loi et l'ordre plutôt que sur la justice. Si on regarde l'application de nos lois, on se rend compte que les dispositions actuelles sont déjà suffisantes. En plus, les comités chargés de faire rapport ont entendu le témoignage de plusieurs intervenants qui ont soutenu que les lois canadiennes actuelles étaient suffisantes. Par exemple, lors de l'étude de 2011 par le Comité permanent de la sécurité publique et nationale sur l'ancien projet de loi C-17, qui est la version antérieure du projet de loi S-7, Maître Denis Barrette, qui est le porte-parole de la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles, M. Ishan Gardé, directeur exécutif du Conseil canadien en relations islamo-américaines, M. Ziyan Mia, président du comité de représentation et de recherche de l'Association canadienne des juristes musulmans, et M. James Kayef, avocat conseil du Congrès islamique canadien, s'étaient prononcés contre ce projet de loi-là, qui était inutile et qui portait atteinte à diverses libertés civiles et droits de la personne. Donc, Monsieur le Président, si vous me permettez, je vais continuer sur ce que ces personnes-là ont dit à la prochaine étude du projet de loi C-7 quand vous me donnerez mes 10 minutes supplémentaires. Ça vous convient? La députée d'Abitibi-Témiscamingue aura 11 minutes pour son discours et notre 10 minutes pour les questions et commentaires lorsque la Chambre reprendra le débat concernant cette motion.